Donc, on lance ça. Bonjour, bienvenue à la première conférence du monde de la com. Mon nom est Mireille Forêt. Je suis responsable événements et projets spéciaux à la 2C. Donc, je suis super contente d'être avec vous ce soir. Le monde de la com, en fait, c'est une série de conférences, j'ai sauté un peu trop vite, qui vise à vous aider à démystifier les différents métiers qui existent en agence de communication. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les aspirations. Ça vaut vraiment la peine que vous vous penchiez pour peut-être tomber sur votre future carrière. Donc, en fait, les agents sont toujours à la recherche de talents diversifiés pour rejoindre leur rang parce que ça prend vraiment toutes sortes d'expertises pour développer les projets pour les clients. Donc, si vous cherchez à évoluer dans un milieu qui est créatif, qui est en constante évolution, qui bouge beaucoup, vous êtes vraiment à la bonne place. Donc, avant de passer à la conférence, bien sûr, on voulait vous présenter nos partenaires. Donc, le monde de la com, c'est une initiative de la 2C en collaboration avec l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, du Grenier aux emplois. Et on dit un merci spécial à Orchestra qui a développé l'identité visuelle de l'événement. Ce soir, on va se plonger dans le monde des connexions. Donc, le monde des connexions, en fait, c'est les métiers qui sont rattachés aux services conseils, aux relations publiques et au marketing d'influence. Donc, on remercie l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec qui présente cette conférence-là ce soir. Je vous présente nos intervenants pour la soirée. Donc, tout d'abord, on a Vincent Bronner, qui est associé directeur stratégie chez Clark Influence. On a Gladys Kunku, qui est directrice conseil chez Bob. Et finalement, Valérie Lavoie, qui est conseillère principale chez Massy Forget-Langlois Relations publiques. Donc, avant de nous plonger, je tenais à vous informer que dans votre panneau tout au bas de votre écran, vous avez la fonction Q&A qui va vous permettre de poser différentes questions tout au long de la conférence. On va se garder 30 minutes à la toute fin pour les traiter. Donc, n'hésitez pas, aussitôt que vous en avez une qui vous vient à l'esprit, de les mettre dans cette section-là. On vous demande de ne pas utiliser la section chat, mais bien la fonction en fait de Q&A. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Et je vais faire un petit tour de table avec mes intervenants. Donc, bonsoir à tous les trois. Donc, je passerai d'abord la parole à Valérie pour te présenter à nos participants. Oui, bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous partager ma diapositive. En fait, Valérie, on fait juste un petit tour de table avant. Pardon, je suis vraiment désolée. Donc, bonjour tout le monde. Vraiment heureuse que vous soyez si nombreux à vous être joints à nous aujourd'hui. Donc, je suis conseillère principale en relations publiques chez MFLRP depuis bientôt 3 ans. Et j'espère que ce soir, je vous donnerai envie de peut-être en connaître un peu plus sur les professionnels en relations publiques et qui sait peut-être se joindre à un cabinet comme le mien dans le futur. Gladys. Oui, allô tout le monde. Donc, Gladys Kunku, comme l'a dit Mireille en introduction, je travaille comme directrice conseil à l'agence Bob. Ça fait bientôt 5 ans que je suis là. Donc, ce soir, je vais vous parler un peu plus du service conseil et de mon rôle en tant que directrice conseil. Je vais essayer d'être assez générale pour que vous puissiez bien saisir un peu le monde des agences, qui est quand même un monde un peu petit mais méconnu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonsoir à tous, Vincent Bronner de l'agence Clark Influence. Je suis associé de l'agence et directeur de la stratégie. Donc, on est une agence de marketing de contenu et d'influence en Amérique du Nord et en Europe. Et ce soir, je vais vous donner quelques pistes sur les agences spécialisées comme les agences en marketing d'influence. Puis mon rôle principal, c'est de piloter la stratégie. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est de réfléchir à des études, de regarder des comportements de consommateurs, des universitaires, des étudiants comme vous. Puis, en fonction de certaines tendances, certains comportements, certaines plateformes que vous utilisez, on va construire des recommandations stratégiques pour nos clients. Et je vais vous en donner quelques exemples dans notre présentation et avec le panel. Merci à vous trois. Donc, en fait, comment ça va se passer? C'est que l'un après l'autre, Valérie, Gladys et Vincent vont
parler un peu de leur parcours, de ce qu'ils font au quotidien comme tâche et ils vont aussi présenter un projet qu'ils ont réalisé dans le cadre de leur fonction pour vous donner un petit peu plus de contexte et une meilleure compréhension de en quoi consiste leur métier respectivement. Donc, on va commencer ce soir avec Gladys. Oui, donc je vous partage mon écran. Voilà. Donc, d'abord, merci à la l'ADC de me permettre d'être là ce soir. Je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec vous sur le métier de directrice conseil, mais en fait sur le rôle du service conseil dans sa globalité. Je sais qu'auparavant, quand j'étais au début de ma carrière, ça a été quand même pas facile pour moi de trouver des informations. Donc, je réitère, ce soir, vous avez l'opportunité de nous avoir à disposition. Donc, profitez-en pour poser toutes vos questions. Est-ce que tu pourrais mettre en plein écran ta présentation, Gladys? Elle est déjà en plein écran. Parce qu'on... OK. Non, en mode diaporama, en fait. Oui, elle est en diaporama là. OK, bon, ben on va y aller comme ça. Désolée, oui. Donc, si je vous parle un peu de mon parcours scolaire, donc où est-ce que j'ai commencé pour me rendre là où je suis, vous allez remarquer que je n'ai pas un parcours qui est linéaire et c'est souvent le cas aussi auprès des gens, en tout cas, que j'ai rencontrés au courant de ma carrière en agence de publicité. Autant il y a des gens qui vont rentrer en com et qui s'en vont dans une ligne toute droite, autant il y a des gens qui viennent vraiment de milieux différents. Donc, j'ai commencé en sciences lettres et arts au Collège de Bois-de-Boulogne. J'ai étudié quand même en marketing. Oui. On ne voit pas tes slides défiler. Je pense que tu es déjà sur ta deuxième slide. Voilà. Est-ce que là, vous la voyez? Yes. Ok. C'est embêtant, ça, par contre. Et là, c'est toujours pas en diaporama. Bon. Je ne sais pas si ça... Désolée pour ça. Mais là, vous voyez le bon parcours. Ouais. OK. Bon, on va y aller comme ça. Désolée. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a d'autres soucis techniques. Je vais le faire. Donc, comme je disais, dans le fond, j'ai étudié le marketing à l'Université de Sherbrooke. Puis ensuite, en voulant continuer un peu plus mes études, parce que j'aimais quand même beaucoup le monde universitaire, j'aimais apprendre et je ne savais pas encore vraiment avec où me rendre avec mes études en marketing. Je me trouvais aussi très jeune pour entrer sur le marché du travail tout de suite. Donc, j'ai décidé de poursuivre en sciences politiques avec une concentration en communication. Ça m'a amenée à travailler un petit peu dans le monde politique 1 ou 2 ans. Puis finalement, je me suis retournée vers mon premier amour qui était le marketing. Et je suis rentrée comme coordonnatrice de projet dans une agence de la Rive-Sud qui s'appelle Attitude Marketing. Donc, j'ai travaillé là pendant 1 an sur différents comptes. J'avais vraiment un rôle qu'on dit 360. Donc, ça, c'est quand on travaille vraiment sur différents projets. Puis, il n'y a pas vraiment une spécialité en particulier que l'on fait, mais on vient vraiment soutenir les équipes à différents niveaux. C'était ce que je faisais. Donc, j'ai travaillé autant sur des comptes comme Au Sole Mio, qui est dans l'alimentaire, Portes et Fenêtres Verdun, Club Piscine, La Sonde. La Sonde, c'est ceux qui font des jus et des vins. Puis vous me voyez là avec mon verre de cocktail à la main. C'était ma première journée en agence. Fait que j'ai été bien accueillie dans ce monde-là. Et aujourd'hui, je travaille donc pour Bob, comme je vous l'ai dit précédemment. Bob, c'est une agence marketing 360, encore une fois. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est vraiment spécialisé dans plusieurs sphères, autant en événementiel qu'en shopper marketing ou aussi en branding et intelligence d'affaires. Moi, ma spécialité, c'est vraiment auprès de tout ce qui est promotion de marques food, principalement en magasin. Donc, je suis rentrée chez Bob comme chargée de projet, puis lentement, mais sûrement, j'ai pas grimpé les échelons là, parce que c'est pas forcément ça, mais je me suis fait ma petite place en tant que conseillère, ensuite conseillère lead, et aujourd'hui, j'ai le rôle de directrice conseil. La différence entre ces différents rôles, c'est vraiment par rapport à ce qu'on essaie de dire, c'est notre focus, il se met sur quoi? Donc, en tant que chargée de projet, notre focus est beaucoup plus sur les projets, donc les faire arriver à temps et en argent, donc bien respecter les budgets et les échéanciers. Comme conseillère, on prend un peu plus de hauteur, on se recule un peu plus du day-to-day, puis on va avoir des projets qui sont un peu plus gros en termes de budget.
où on va avoir aussi, par exemple, une équipe de chargés de projet ou de stagiaires avec nous. Conseillère lead, c'est en fait un intermédiaire qui permet d'arriver vers un rôle de direction. Donc là, dans le rôle de conseillère lead, on s'en va vraiment vers le poste de directrice. Et encore une fois, on prend encore un peu plus de hauteur par rapport à tout le quotidien. Puis là, notre rôle est vraiment de faire en sorte que le compte sur lequel on travaille, donc par exemple, je prends un exemple qui est à l'écran, mais si ça plutôt nous confie des mandats, les chargés de projet vont les réaliser. Mais moi, je vais m'asseoir avec la VP marketing, avec toute la haute direction finalement chez Saputo pour m'assurer qu'il y a des projets qui continuent de rentrer pour valider avec eux aussi tout ce qui est la réflexion stratégique pour les années à venir. Donc, j'ai un rôle beaucoup plus détaché du quotidien et je dois m'assurer un peu plus sur le long terme que les mandats continuent de rentrer. Mais j'ai aussi un volet dans mon rôle qui est beaucoup à l'interne, c'est-à-dire de m'occuper de la progression en fait, des gens qui m'accompagnent au quotidien, donc autant les chargés de projet, les conseillers que les stagiaires. Donc moi aussi, mon objectif, en fait, c'est de faire grandir ces personnes-là dans le rôle qu'ils veulent faire, que je m'assure qu'ils font aussi les projets qui les intéressent. J'ai mis à l'écran quelques logos parce que des fois, ça parle un peu plus que certains projets, mais c'est pour vous donner un peu une idée des marques sur lesquelles j'ai travaillé ou je continue de travailler aujourd'hui. Donc, beaucoup de marques, comme je disais, dans l'alimentaire, mais aussi dans les produits soins de beauté. Donc, j'ai un peu effleuré le sujet, mais si on regarde un peu plus le service conseil, donc l'expression service conseil, ce que c'est, en agence de publicité, on a 4 grandes équipes, si on veut, puis on a plus des fois, dépendamment des endroits où on se retrouve. Il va y avoir la création, la production, la stratégie et le service conseil. Nous, comment est-ce qu'on se définit? C'est qu'on est un peu, si vous voulez, le chef d'orchestre qui va faire en sorte que chaque musicien est capable de bien fonctionner, de jouer au bon moment et d'intervenir au bon moment. Donc, on va être aussi les oreilles du client à l'interne. On va s'assurer que quand il nous confie un mandat, qu'on met autour de la table les bonnes personnes pour réaliser ce mandat-là. Ça nous demande de vraiment comprendre les enjeux qui nous sont amenés par les clients, de les accompagner stratégiquement, puis d'apporter des solutions créatives, donc des campagnes, différentes idées qui permettent vraiment de venir résoudre une problématique ou simplement de faire diffuser un message. J'ai mis quelques caractéristiques requises simplement pour l'exercice, mais sachez que si vous ne rentrez pas dans ce cadre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour vous en agence. Bien au contraire, je pense que ce qui fait la beauté des agences, c'est justement la multitude de personnalités, de compétences, de caractères qui se complètent. Donc, c'est sûr que la rigueur et la proactivité, souvent, sont des qualités qui sont nommées. Je dirais, j'insisterai beaucoup sur la curiosité, puis un certain sens de l'organisation, mais encore une fois, l'organisation, ça se travaille à travers les années, puis on ne rentre pas parfaitement organisé dans toutes nos affaires. Je pense que ça se développe au fur et à mesure. Donc, si je rentre un peu plus dans le concret, j'ai décidé de vous partager ce soir une des campagnes que j'ai fait très récemment avec l'équipe ici chez Bob, qui est la commandite de Gourou pour Occupation Double dans l'Ouest. Je me suis dit que ça parlerait quand même à pas mal de gens, parce qu'on va se l'avouer, on écoute un peu tous Occupation Double en cachette. Donc, le mandat qu'on a reçu du client, c'était vraiment de s'occuper de toute la communication en magasin pour ce qui concerne la commandite de Gourou. Donc, pour ceux qui connaissent un peu plus l'émission, Gourou commandite toutes les activités que les couples ou les faux couples vont faire durant l'émission. Puis nous, notre rôle, c'était de se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire participer les consommateurs en magasin? Comment est-ce qu'on peut les faire voyager avec Gourou puis avec OD? Comment est-ce qu'on peut amener cette excitation-là puis ce trip de l'Ouest, puisque cette année, OD est dans l'Ouest. Je vous ai mis quelques exemples de campagnes qui se sont faites par le passé. Donc, avec l'Afrique du Sud, il y avait Bali, il y avait OD chez nous. Donc, ça, c'est différents exemples de ce qui avait été fait par le passé. Donc, ça, c'est vraiment la première étape, si on veut, d'un projet où le client va nous briefer. Ce qu'on appelle brief, c'est vraiment nous donner notre mandat, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit réaliser, quels sont nos objectifs. Et s'il y a une problématique à résoudre, par exemple, on n'a pas vendu assez de produits l'année dernière, comment on fait pour plus en vendre cette année? Mais des fois, c'est simplement, on veut communiquer sur cette campagne-là, puisqu'on est à la télé, on veut profiter pour
aller rejoindre les consommateurs en magasin. Donc, je vous ai pris en capture d'écran vraiment le brief, mais très, très scindé qu'on avait reçu. Tout ça, on l'a travaillé, nous, dès juillet. Donc, il y avait aussi tout un volet de confidentialité qui était très important. Je le mentionne parce qu'on n'en parle pas souvent, mais on est amené en agence à travailler souvent sur des projets qui ne sont pas encore communiqués à l'externe et bien souvent, on nous fait signer des NDA pour garder tout un anonymat par rapport à ça. Et dans le cas d'OD, c'était vraiment assez serré. Je ne vais pas en parler. En deuxième étape, puis là, je le résume, mais de façon très grossière. On s'entend qu'entre chaque étape, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais de façon très globale, la deuxième étape, c'est la réflexion stratégique. Donc, la réflexion stratégique qui se colle aussi à la réflexion créative. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir un stratège puis un créa qui va vraiment réfléchir à, bon, ben, c'est quoi le concept? Nous, ce qu'on savait, c'est que OD allait dans l'Ouest, puis qu'on pouvait communiquer avec Couche-Tard et avec toutes les épiceries à travers le Québec. On savait aussi qu'on avait le goût de mettre de l'avant une vanne gourou. En tout cas, c'était vraiment une idée qui est venue très, très rapidement au début parce qu'on sait que l'Ouest et la van life, ça va ensemble. Donc, nous, ce qu'on a proposé comme concept, c'est vraiment, là, c'est marqué en anglais, là, mais Backdoor to a New World. C'était vraiment cette idée de faire vivre la van life aux consommateurs en magasin grâce à Gourou. On a rattaché à tout ça un concours où les consommateurs, en achetant un gourou, pouvaient gagner un road trip dans l'Ouest canadien avec la van gourou. Donc, je vous ai mis quelques photos qui ont été prises des présentations de création, mais pour l'instant, ça ne nous dit pas grand-chose. C'était juste, grosso modo, là, pour faire comprendre aux clients où est-ce qu'on voulait s'en aller avec notre idée. Puis ensuite, on a, nous, ciblé quelques pièces de communication. Donc, où est-ce qu'on partage ce message-là. Les noms vous disent peut-être rien, c'est pas grave. En fait, c'était juste pour que vous compreniez qu'il y avait beaucoup, beaucoup de diverses pièces de communication sur lesquelles on devait communiquer. Puis là, c'est le premier croquis qu'on a dessiné rapidement à l'écran avec les clients. Ce qu'on voulait, c'était ramener une vanne en magasin. Évidemment, ce n'est pas possible de ramener une auto en magasin, mais c'est l'idée qu'on voulait véhiculer. Donc, que les gens aient l'impression que quand ils prennent leur gourou, c'est comme s'ils la prenaient dans la vanne gourou. Qui d'ailleurs est très, très, très médiatisée là, dans l'émission. Donc, nous, c'était vraiment de miser sur cette vanne-là puis de la faire le plus possible proche de la réalité en magasin. Ça nous a demandé un vrai travail de production. Je vous montre un peu ce que ça donne, puis je pense que l'image ne fait pas totalement justice, mais je vous invite à vous rendre en magasin en ce moment, aller partout sur l'île de Montréal, dans plusieurs épiceries. Donc, on a les caisses de gourou qui sont au milieu, puis en fait, autour, on a créé un faux contour de van avec des photos de voyage, notre concours qui est mis en avant. On a fait aussi une petite vanne 3D qu'on a mis dans les couche-tard. Donc, c'est la photo que vous voyez ici. Vu qu'on est dans un plus petit magasin, on ne pouvait pas mettre notre grande porte de vanne. Donc, on a été avec des modèles 3D. Donc, l'idée, c'était vraiment d'adapter notre concept à différents points de vente. Puis toujours dans l'idée de, oui, parler de OD et de gourou, mais surtout de faire gagner un voyage au consommateur. Parce que notre objectif en shopper marketing, donc ce que je fais, c'est vraiment de parler directement au consommateur et de faire vendre du produit ultimement. Donc, la campagne est encore en cours. On n'a pour l'instant pas de résultats concrets là-dessus. On sait qu'il y a une grande excitation de la part des marchands, par contre. C'est quand même une campagne qui tape à l'œil quand on la voit. Fait que je vous invite à visiter les épiceries ou les couche-tard autour de chez vous pour voir si vous allez rencontrer la vanne gourou. Voilà pour moi. Et merci beaucoup, Gladys. Donc, on passerait tout de suite à Valérie. Oui, merci beaucoup Gladys. Je pense que tu as bien mis la table au service conseil. Je pense que ma présentation va être un petit peu plus au sujet des relations publiques en tant que telles, puis je pourrais peut-être ajouter au rôle de service conseil au niveau des relations publiques. Donc, je vous partage mon écran et je tente, ça devrait être en plein écran. Génial. Donc, Valérie Lavoie, PRP. Donc, j'ai le titre professionnel de professionnel en relations publiques que je suis allée chercher récemment. Donc, c'est un titre qu'on peut avoir après quelques années de pratique en relations publiques et qui est offert par notre Société québécoise des professionnels en relations publiques.
Mais moi, quand j'étais au secondaire, quand j'étais au cégep, je n'avais aucune idée que j'atterrirais ici en relations publiques. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais particulièrement mes présentations orales, j'aimais aussi bâtir des relations, j'aimais les événements, j'aimais tout ça. Donc, être entourée de gens, de parler, la communication, ça me parlait beaucoup et je suis atterrie dans mon rôle un peu par hasard. Donc, tout d'abord, j'ai fait mon cégep à Champlain sur la Rive-Sud en anglais parce que c'était important pour moi d'être complètement bilingue. Ensuite, je suis allée à John Molson School of Business. J'ai fait mon baccalauréat en marketing. Je trouvais que le marketing, c'était intriguant. Je pensais que ça serait très créatif. Je me dis, ah, la communication. Honnêtement, je trouvais que ça sonnait bien. Donc, je suis allée avec ça. Puis, par la suite, j'ai décidé de poursuivre pour me spécialiser un peu parce que quand j'ai gradué en marketing, je me suis vite rendu compte que c'était très contingenté. Donc, je voulais trouver une façon de sortir du lot, si vous voulez. Donc, j'ai décidé de faire un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'est dans le fond un diplôme de deuxième cycle d'1 an en relations publiques et en communication à McGill, que j'ai beaucoup apprécié. Et je vous invite aussi, si vous décidez de poursuivre vos études de deuxième cycle, c'est vraiment intéressant parce qu'on va plus loin, puis souvent, on va aller dans la pratique beaucoup plus que seulement dans le théorique. Donc, c'est vraiment intéressant de poursuivre ces études après le baccalauréat. Et ensuite, j'ai été stagiaire chez Maison Burks, qui est un joaillier montréalais. Donc, j'étais sous la tutelle du directeur des relations publiques et j'ai eu un véritable coup de foudre professionnel avec ce gestionnaire-là qui m'a pris sous son aile et qui était vraiment un mentor pour moi. Donc, c'est là que j'ai découvert que les relations publiques, c'était vraiment quelque chose qui m'interpellait, mais j'avais aussi une gestionnaire en marketing. Donc, entre les deux, mon cœur balançait un peu. Et à ma déception, ils ne recrutaient pas chez Maison Burks. Donc, je ne suis pas restée chez Burks, mais je me suis fait un contact qui est venu me chercher et c'était à l'agence Brain Intelligence Marketing, donc une agence du Maryland en marketing. Et je suis devenue chargée de projet marketing. Donc, comme disait Gladys, je suis retournée vers mon premier amour, le marketing. Et j'ai été 1 an à travailler sur des dossiers des concessionnaires automobiles, santé, immobilier, divertissement, jeux. C'est tellement différent en agence. C'est ça qui est vraiment agréable, c'est qu'on touche à tellement d'industries différentes qu'on apprend à savoir qu'est-ce qu'on aime le plus faire. Puis, on apprend tellement tous les jours. Je vous dirais que tous les jours, je me lève puis j'apprends quelque chose sur une différente industrie, sur un client. Donc, si vous êtes curieux de nature, comme dit Gladys, vous allez aimer travailler en agence, que ce soit plus en pub, en relations publiques et tout ça. Par la suite, peut-être après 1 an chez Brain Intelligence Marketing, j'ai été en impartition. En impartition, ça veut dire que je travaillais comme si je travaillais pour un de nos clients, mais à l'interne. Donc, Brain avait un client qui s'appelait Sloan Partners, dans le fond, ce qui était une compagnie américaine de recrutement exécutif en biotechnologie. Donc, moi, dans mon petit bureau de Montréal, je faisais le marketing pour toute une entreprise américaine qui s'appelle Sloan Partners pour 2 ans. Donc, je me déplaçais aux États-Unis peut-être 3-4 fois par année. J'assistais à des conférences, c'est moi qui faisais les présentations pour le marketing et tout ça. Et par la suite, quelque chose qui est arrivé dans ma vie personnelle, puis j'ai essayé de me re-questionner sur mes choix professionnels et j'ai pris un 6 mois sabbatique. Je vais être cliché, j'ai fait du backpack, donc j'ai fait un voyage sac à dos à travers l'Asie et l'Europe pendant 6 mois. Ça a été incroyable. Puis ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Je me suis dit, j'ai fait aussi un DESS en relations publiques et si j'essayais quelque chose de différent quand je reviens au Québec? C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc, je suis maintenant chez Massy Forget-Langlois Relations publiques, qui est un cabinet conseil en relations publiques depuis 2018. Donc, ça fait 3 ans. J'ai commencé, moi aussi, comme Gladys, en tant que chargée de projet, ensuite conseillère et maintenant conseillère principale. Et qui sait, peut-être un jour, je serai comme Gladys directrice, je l'espère. Et
En fait, c'est ça. Donc, et je m'implique aussi bénévolement, entre autres pour le cancer de l'ovaire Canada, la Jeune Scène d'affaires de Montréal et d'autres organismes sans but lucratif. Et je me suis dit, pourquoi pas un autre défi, je retourne à l'école. Donc, je suis en train de compléter mon MBA. Je suis étudiante de 2e année, donc je vais terminer l'année prochaine. Ça fait un petit peu de tour de mon parcours. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du cabinet conseil pour lequel je travaille parce que souvent, les gens me disent « Mais qu'est-ce que vous faites en relations publiques? Comment m'expliquerais-tu qu'est-ce que tu fais? » Puis je pense que ça va vous aider de voir un peu quel genre de service on fait. Mais si je peux vous expliquer simplement, je vous dirais que je suis l'intermédiaire entre le client et les journalistes ou les médias. C'est-à-dire que mon client va venir me voir pour une raison, par exemple, parce qu'il aimerait ça rayonner dans les médias. Je ne sais pas, Salut Bonjour, CBC News, La Gazette, La Presse. Il veut qu'on parle de lui. Donc, ils vont faire appel à une agence comme la mienne pour qu'on développe une stratégie et à ce moment-là, on va les faire rayonner au niveau auprès du public québécois dans les médias. Ça peut être aussi pan-canadien, ça peut être américain. Sky's the limit, comme on dit. Donc, voilà, je travaille pour Massy Forget, un cabinet du centre-ville qui a près de 40 ans. On va fêter notre 40e anniversaire l'année prochaine et on est environ une dizaine de professionnels de relations publiques. Et on est vraiment, on travaille tous ensemble, donc on est tous autonomes, on a nos dossiers, mais on collabore régulièrement avec les autres professionnels, avec les autres membres de notre équipe pour justement amener toutes nos expertises en commun parce qu'on a tous des bagages complètement différents. Par exemple, moi, j'ai un bagage en marketing, mais une de mes patronnes a un bagage est avocate, j'en ai une autre qui est diététiste, donc nutritionniste. Donc, ça fait qu'on a vraiment un éventail d'expertise différents et ça apporte aussi quand on va aller conseiller nos clients parce qu'on voit justement cette approche 360 degrés puis on est capable de les conseiller au-delà de simplement juste les relations publiques. On est capable de s'agréger à leur département à l'interne. Donc, on dessert une clientèle vraiment variée, agroalimentaire, touristique, corporatif, mode beauté. Moi, personnellement, je me spécialise dans tout ce qui est l'agroalimentaire et les spiritueux, également le marché manufacturier. Et donc, je vais vous parler un petit peu plus des services après et on est axé sur les résultats. Donc, comme disait Gladys tantôt, merci Gladys, je reprends tes exemples, mais on va avoir certains objectifs. Donc, est-ce que notre client, par exemple, veut augmenter ses ventes en succursale? Est-ce que plutôt il va avoir de la visibilité auprès d'un nouveau public cible? Est-ce qu'il veut rejoindre des personnes de 65 ans et plus? Donc, il y a plein de raisons. Est-ce qu'il veut faire son entrée sur la place publique? Est-ce qu'il aimerait être appelé à donner son opinion comme leader d'opinion? Donc, il y a plein d'objectifs différents et ça va changer complètement l'approche et la façon qu'on va accompagner notre client. Donc, également, merci à l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec qui est partenaire de cet événement-là. Et l'Alliance, en fait, regroupe les plus importants cabinets de relations publiques du Québec et s'assure qu'on suit une norme d'éthique, mais également qu'on assure la qualité des services qui sont donnés aux clients. Donc, c'est vraiment une association puis une alliance qui est très importante pour nous dans notre domaine. En termes de services, qu'est-ce qu'on fait? On fait des communications marketing, on fait des relations de presse, c'est-à-dire qu'on va envoyer des pitchs à des médias, on va les accrocher avec une nouvelle et ensuite, on va les téléphoner, on va leur dire est-ce que ça vous intéresserait de peut-être vous entretenir avec notre porte-parole? Est-ce que vous aimeriez en apprendre un peu plus sur cette entreprise-là? Mais ce qui est important de savoir avec les relations publiques, c'est que les médias ne sont pas intéressés avec la promotion nécessairement des entreprises. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quelle nouvelle as-tu à me partager que mes lecteurs ou mes auditeurs seraient intéressés d'apprendre. Donc, par exemple, ça peut être des statistiques sur l'achat local. Donc, il faut toujours trouver des angles de communication qui sont porteurs pour les journalistes et penser qu'on veut rejoindre les consommateurs québécois ou canadiens, mais qu'il faut trouver un angle d'approche qui va intéresser les médias. Donc, ça, c'est un défi de tous les jours. On a également la gestion de crise ou d'enjeux. Donc, il peut arriver, par exemple, qu'il y a des rappels de produits en épicerie. Donc, là, dans ce moment-là, nos clients vont nous téléphoner, vont nous demander conseil, que
que faut-il faire? Il faut avoir une déclaration de réserve, il faut former le porte-parole avec des messages clés, il faut répondre aux appels médias parce que, effectivement, quand il y a des gestions de crise, les médias sont intéressés à s'entretenir avec les gens de l'entreprise pour connaître leur position sur l'enjeu. Donc, il faut être préparé. Et encore une fois, il faut être très proactif. Donc, il faut être vite sur ses pattes quand on est en agence et en agence de relations publiques. On fait aussi de la communication numérique, de l'organisation d'événements, acceptabilité sociale et la veille médiatique. On fait des lancements de produits et j'en passe. Donc, voici quelques-uns de nos clients. Juste pour vous donner une idée, je pense que comme la plupart des agences, on œuvre dans plusieurs industries. On a également la sonde comme client, donc qui font les jus Oasis. Ils ont une panoplie également d'autres produits, les vins Arista et tout ça, les producteurs, productrices acéricoles du Québec, donc les RAB, les centres de conditionnement physique énergie cardio, Bonduel qui fait des légumes surgelés, pardon, Kubota qui fait des tracteurs. Donc, c'est vraiment, comme vous voyez là, une journée n'est jamais pareille pour moi. Ça se peut qu'une journée, je sois en train de rédiger un communiqué sur un tracteur, puis le lendemain, je suis en train de parler d'une annonce gouvernementale de subvention, par exemple, pour l'achat local pour Aliments du Québec. Donc, on ne s'ennuie jamais, je vous dirais. Donc, si je peux vous parler un petit peu plus de mon quotidien, mon rôle à moi. Donc, comme disait si bien Gladys, je suis un peu... je me détache un peu du day-to-day du quotidien, mais je reste quand même, je chapeaute quand même les projets et je reste le lien principal avec le client pour tout ce qui est le suivi budgétaire, les échéanciers, les rédactions d'offres de services. Mais si je vais vous parler d'une de mes journées quotidiennes. Donc, par exemple, ce matin, je me suis levée, j'ai lu la presse, j'ai regardé le Journal de Montréal, je vais regarder mon outil de recherche Meltwater pour voir si le nom de certains de mes clients a été mentionné. Donc, c'est important pour moi d'être au fait de ce qui se passe dans les médias. C'est quoi les grosses nouvelles qui sont sorties aujourd'hui? Parce que, par exemple, un de mes clients peut me dire « Ah, as-tu vu cette nouvelle-là sur… les aliments biologiques. » Puis si j'en ai pas entendu parler, bien alors je ne suis pas en mesure de conseiller mes clients. Donc, c'est vraiment important que je sois au fait de ce qui se passe dans l'actualité. Donc, on fait une veille médiatique. Les coordonnateurs et chargés de projet font des veilles médiatiques pour pratiquement tous nos clients pour qu'on soit au fait de ce qui se passe et de ce qui est dit sur nos clients et qu'on puisse réagir rapidement et proactivement. Ensuite, on a un appel d'équipe tous les jours. Avec la COVID, on le sait, on se voit moins souvent. Donc, on a un appel d'une trentaine de minutes pour parler des projets sur lesquels on parle, pour lever la main, dire « Ah, moi, peut-être que je pourrais t'aider là-dessus. » Donc, comme je vous dis, c'est vraiment, on travaille tous en équipe et on met à profit les expertises de tous. Et ensuite, on rentre vraiment dans la gestion de campagne de relations presse. Je fais également un peu de marketing d'influence, mais mon collègue Vincent est vraiment spécialisé dans cet aspect-là, donc je n'en parlerai pas plus à ce sujet. Sinon, je peux faire de la rédaction, de la révision de documents de presse. Donc, par exemple, je vais lancer un nouveau spiritueux. Je vais écrire un communiqué de presse mettant de l'avant des visuels de spiritueux-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial, quand est-ce qu'il va être disponible à la SAQ. Je vais envoyer des accroches médias à des journalistes spécialisés dans les spiritueux, puis je vais leur dire « Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous aimeriez y goûter? On va vous envoyer des produits. » Et on fait des messages clés, des fiches d'information. Donc, mon objectif, c'est vraiment de donner aux journalistes le plus d'informations possible pour que lui, en quelques instants, il se dise « Oui, ça pourrait intéresser mes lecteurs ou mes auditeurs. Oui, j'aimerais ça m'entretenir avec ton porte-parole des spiritueux. Ou oui, j'aimerais essayer spiritueux-là pour potentiellement en parler dans une future chronique. » Puis à ce moment-là, c'est là que je suis le lien entre le client et les médias. Donc, on va partager avec les médias tous les messages clés, les fiches d'information et on va coordonner les entrevues et à la fin de la journée, bien, on va envoyer un rapport de presse avec les retombées, quel média a parlé de ce fameux spiritueux. Je fais également des offres de services. Donc, les offres de services, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est quand un client nous approche et nous dit « Valérie, moi, j'aimerais ça, ce projet-là, j'aimerais ça qu'on fasse parler de nous dans les médias ou qu'on organise un événement d'inauguration. Est-ce que tu pourrais me revenir avec un budget et un échéancier de travail? » Puis, c'est vraiment le moment aussi, puis je pense que c'est là, en tant que conseillère principale, mon rôle est important, c'est d'amener les clients plus loin.
C'est-à-dire, oui, il veut organiser un événement d'inauguration, mais qu'est-ce que je pourrais lui proposer pour l'amener plus loin, pour lui donner plus de visibilité, pour atteindre ses objectifs? Donc, c'est d'avoir une pensée stratégique, de les accompagner, puis de les amener au-delà de la demande et peut-être de développer cette relation-là, mais aussi d'atteindre encore plus leurs objectifs ou de leur faire réfléchir d'autres objectifs qui pourraient être intéressants pour eux dans le futur. Et finalement, j'ai souvent des appels avec mes clients pour faire des suivis de dossiers, des conseils stratégiques. Comme vous savez, l'appropriation culturelle, c'est un sujet qui, depuis de nombreuses années maintenant, est d'actualité. Donc, ça m'arrive régulièrement de conseiller mes clients à ce sujet-là. Ou alors, comme je disais, dans des cas de gestion de crise, on peut avoir des appels un peu n'importe quand. Mais je vous rassure, j'ai quand même un quotidien assez agréable, là. Je travaille rarement en soirée et la fin de semaine. Quoique, en gestion d'enjeux, on ne sait jamais s'il peut y avoir un petit enjeu, un pépin qui arrive un vendredi après-midi, mais je vous dirais que c'est plutôt rare. Donc, je vous présente aujourd'hui… Valérie, on déborde en temps, donc je ne sais pas si tu serais capable de… Je vais accélérer. Ouais, c'est possible. Donc, je vous parle rapidement de Foodiro. Foodiro est une application mobile anti-gaspillage alimentaire. Le fondateur, Jonathan Defoe, a eu l'idée quand il a vu un documentaire. Donc, il nous a approché, il nous a dit, j'aimerais ça faire parler de l'application mobile parce qu'on va la lancer dans des IGA et j'aimerais justement que les médias soient intéressés à en parler parce que j'aimerais que les consommateurs la téléchargent et commencent à l'utiliser. Et dans le fond, cette application-là vous permet d'acheter des aliments qui viennent après la date de péremption, mais qui sont encore très consommables et, dans le fond, éviter le gaspillage alimentaire et en plus faire des économies sur votre facture d'épicerie. Donc, voilà, ça, j'en ai parlé un peu. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a décidé de mettre de l'avant le fondateur de Foodiro, qui est à droite avec le veston vert, et on a organisé une séance photo, un segment TV. Donc, on a invité… Montréal.tv à venir faire un petit segment télé pour poser des questions à Jonathan et tout ça. Dans un IGA, on a fait un photo-op qu'on appelle donc une séance photo et ça nous a donné des visuels qu'on a pu envoyer par la suite aux médias. On a rédigé des communiqués de presse et on a formé notre porte-parole parce que notre objectif, c'était que Jonathan aille parler à la télé et à la radio de cette belle application-là, de ce qui pouvait être fait en termes de gaspillage alimentaire, mais aussi d'économie. Et ensuite, on a effectué des relations de presse. On a créé des documents, donc juste vous donner une idée des documents qu'on a créés, un communiqué de presse, des messages clés et une fiche d'information qu'on a distribuée aux journalistes. Et cette belle campagne-là a donné lieu à 2 entrevues de télé, 13 articles en ligne, 9 reprises du communiqué et 30 publications sur les médias sociaux. Quand je parle de publications sur les médias sociaux, c'est vraiment des influenceurs ou bien des médias qui ont repartagé cette nouvelle-là. Et en tant que conseillère, moi, j'ai eu le plaisir, c'était pré-COVID, d'accompagner Jonathan, qui était notre porte-parole, sur le plateau de TVA, LCN pour cette entrevue-là. Donc, c'est aussi ça, être conseiller principal, c'est d'épauler nos clients et de les former aux futures entrevues télé et radio. Donc, voilà, c'est un peu un tour de piste rapide de la profession de relations publiques et de conseillère principale. J'espère que vous avez apprécié. Puis, désolée d'avoir débordé un petit peu, je suis une passionnée. Puis c'était super intéressant. Je me sentais bien mal de couper court à tout ça. Donc, Vincent, on te laisse le plancher maintenant. Parfait. J'enchaîne rapidement. Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais le mettre en plein écran. Est-ce que vous voyez? C'est parfait. Parfait. Donc moi, je vais enchaîner avec une présentation sur le marketing d'influence. Très rapidement, je vais vous parler de mon parcours de 2015 à 2021. Moi, j'ai commencé ma carrière en France en agence média chez Havas. L'objectif aussi de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous donner un peu un aperçu global de ce que sont les différents types d'agences qui existent, parce que l'agence, c'est très général comme terme. L'agence média, ça va être l'agence qui va acheter des espaces publicitaires pour ses clients.
Donc, si vous êtes à Havas et que vous avez comme client Coca-Cola, vous allez pouvoir acheter un spot de télé sur la chaîne de TVA ou sur Nouveau entre deux émissions d'occupation double. Ou alors, si vous voulez acheter du média dans les rues de Montréal ou dans les rues au Québec, en radio, etc. Donc, c'est vraiment l'agence qui va gérer les achats d'espaces publicitaires. Moi, j'étais spécialisée en médias numériques pour mes clients quand j'étais chez Havas. Ensuite, je suis passée à un rôle de planeur stratégique. C'est assez intéressant de voir les parallèles justement parce que quand j'étais chez Havas, moi aussi, je rencontrais les médias au même titre que Valérie les rencontre dans son rôle en relations publiques. On allait voir les médias pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vendre comme espace publicitaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu les équipes de Canal+. Donc, Canal+, c'est une chaîne de télé française. L'équivalent de HBO, c'est la Pay TV avec un accès au sport, au cinéma, etc. Et donc, j'ai rencontré ces médias-là. Puis, chez Canal+, dans le groupe, je m'occupais de différents médias, à la fois les médias télé, mais aussi cinéma. Et j'ai continué sur le numérique, qui était ma spécialité d'avant chez Havas. Puis, je suis arrivée au Canada en 2017. Comme Valérie, j'ai fait un petit break entre mes deux expériences chez Canal+ et chez Clark, où je suis partie en backpack, mais du côté de l'Amérique latine. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais ça m'a fait sourire quand tu l'as mentionné. Et depuis 2017, du coup, je suis associé et directeur de la stratégie chez Clark Influence. On est une agence vraiment qui faisons de la stratégie de contenu et d'influence. Et notre expertise, c'est vraiment les réseaux sociaux et les influenceurs, comment les influenceurs peuvent prendre la parole au nom de nos clients qui sont les marques. Donc, on fait des campagnes sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Je ne vous apprends pas grand-chose. On m'a demandé de parler un peu d'une journée quotidienne chez Clark. C'était assez difficile pour moi de répondre parce qu'effectivement, en agence, il y a très peu de routine. On peut commencer une semaine le lundi pour travailler pour une compagnie d'assurance qui a une cible bien précise. On nous demande de développer un projet d'influence pour toucher les 25-49 ans et parler de l'importance d'être assuré pour ne pas avoir d'accident. Ça peut être, on peut commencer une semaine de cette manière-là. Puis le mardi, ça peut être un éditeur de jeux vidéo qui vient nous voir comme Ubisoft ou Gameloft. Et lui, ils ont envie de toucher les 12-17 ans. Ils sortent un nouveau jeu et ils aimeraient faire parler de ce jeu-là sur la plateforme TikTok. Donc, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on est capable de proposer à ce client-là. Puis le mercredi, on peut être amené à travailler pour un autre client sur une autre cible que je n'ai pas encore mentionnée. Ça peut être les baby boomers. Donc ça, on voit bien qu'à travers les présentations de Gladys et Valérie, on a souvent ces mêmes enjeux-là. Comment on accompagne nos clients, comment on rejoint la cible, comment on répond aux objectifs et comment on résout la problématique que le client a. Et donc, ces problématiques, cette routine qui n'existe pas, elle se traduit effectivement dans nos 3 portfolios. Dans nos 3 agences, nous, on accompagne des clients aussi bien dans l'univers de l'alimentation comme IGA, comme Bonduel, que dans l'industrie du tourisme avec les hôtels Fairmont, les îles de la Guadeloupe dans les Caraïbes, ou des clients plus institutionnels comme le gouvernement du Québec. Je vais vous présenter justement une étude de cas qu'on a fait avec le ministère de la Famille juste ensuite. Donc, le cas dont je vais vous parler aujourd'hui pour que vous compreniez mieux mon rôle et le marketing d'influence, comment ça fonctionne, c'est une campagne sur la cyberintimidation. Donc, notre objectif, c'était de toucher les 12 à 24 ans, les universitaires dans les milieux étudiants pour montrer que l'intimidation a des conséquences réelles, mais aussi sur la vie digitale, ça laisse une trace qui peut être démultipliée. On a travaillé en collaboration avec l'agence LG2, qui est l'agence de création. Puis nous, on a fait la déclinaison en marketing d'influence. Je vous montre les vidéos qui ont été faites en télé, puis je vous montre ensuite la campagne, comment elle se décline en influence. Arc, là, Dick! Ta face, là, elle me donne envie de vomir. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est le spot qui a été diffusé en télévision. Ensuite, vous avez une déclinaison en story Instagram qui ressemblait à ça, donc qui émanait directement du compte du ministère de la Famille. Et ensuite, nous,
ce qu'on a fait, c'est la déclinaison avec des influenceurs. Donc, comment on travaille le marketing influence? On va essayer de chercher des personnalités publiques ou des influenceurs qui rejoignent la cible de notre client. Ici, on voulait avoir des personnalités qui avaient entre 12 et 24 ans. Puis la manière dont on les recherche, c'est aussi bien d'un point de vue quantitatif, donc vraiment cibler une audience bien précise, mais aussi qualitatif. Là, on a décidé de travailler avec Raphaël Roy qui a fait l'émission La Voix, parce qu'elle-même avait déjà vécu de l'intimidation suite à son passage en télévision. Donc, le sujet lui tenait à cœur. On a chez Clark plusieurs personnes qui suivent les talents au quotidien. En fonction du sujet de notre client, on va pouvoir vraiment identifier la bonne personne pour incarner la marque et prendre part à la campagne. Je vous montre la première déclinaison. Salut Insta, ça fait une couple de fois que j'aborde ce sujet-là sur mes réseaux sociaux, mais là, ça me tentait réellement de m'impliquer activement pour changer les choses et c'est la raison pour laquelle je collabore avec le gouvernement du Québec pour lutter contre la cyberintimidation sous toutes ses formes, c'est-à-dire sexisme. Donc là aussi, on voit bien dans ce que Raphaël dit, en collaboration avec le gouvernement du Québec, c'est une industrie qui est aussi protégée. Les partenariats rémunérés doivent être mentionnés par les influenceurs. Vous voyez souvent la mention sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Même en story, elle le dit de manière très explicite. Une fois qu'elle a introduit le sujet, elle va utiliser plus des fonctionnalités engageantes pour voir si dans sa communauté, les gens ont déjà vécu de l'intimidation, si oui ou non. Personnellement, je l'ai déjà vécu l'année passée lors de mon passage à La Voix et je l'ai trouvé extrêmement rough, mais je me suis entourée des bonnes personnes, donc je connais l'importance d'un bon système de support. Je me demandais, est-ce que tu t'es déjà fait intimider? Réponds Paul et je pense que le pourcentage va parler par lui-même. Donc là, quand on a eu les réponses à ce sondage, on était évidemment très surpris. Il y a 59% des gens de son audience qui, oui, avaient déjà vécu de l'intimidation sous une certaine forme. Donc, on voit bien que la problématique du client, du gouvernement, elle est réelle. Et oui, il y a un enjeu d'intimidation. Nous, notre campagne, le parti pris, c'était d'essayer plutôt de diffuser une vague d'amour sur les réseaux sociaux plutôt qu'une vague de haine. Et donc, Raphaël Roy, elle, encourageait sa communauté à mettre des commentaires bienveillants plutôt que de la haine dans les publications. On se le cachera pas, ces temps-ci, il y a énormément de négativité sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que t'en penses qu'on switch ça de bord puis qu'on enterre ça de beau? Genre, on se part un mouvement collectif d'amour et on met un cœur sous la publication d'une personne qu'on admire ou qu'on pense qu'il en a besoin. T'es-tu prêt? On fait ça ensemble. Let's go! Donc voilà pour la partie story. On a aussi évidemment une partie qui est plus dans le feed des influenceurs. On reprenait en fait le spot télé où les emojis sortaient quand il y avait une action dans la vie réelle. Puis les influenceurs ont créé un contenu où il y avait un ordinateur ou leur téléphone mobile. On a repris cette déclinaison en images, donc on l'a fait en collaboration avec LG2. Eux se sont occupés de la partie télé, nous de la partie influenceur. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Certes, le marketing d'influence, on peut l'utiliser à des fins pour vendre des produits, mais aussi pour changer des mentalités, changer des comportements. Donc c'est intéressant, on est vraiment amené à travailler sur diverses problématiques quand on travaille dans une agence. Est-ce que je n'ai pas trop dépassé le timing? Ben, tu as été efficace. Tu l'as fait en moins de 10 minutes, donc bravo. Merci Vincent d'avoir rattrapé mon retard. Donc, en fait, on passerait déjà à un panel. Vous l'avez un peu effleuré dans le cadre de vos présentations, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur les qualités, les aptitudes à posséder pour occuper vos fonctions respectives. Donc, Gladys, qu'en dirais-tu de ton côté? Bien, comme je le disais, je pense qu'il y a tout plein de qualités qui peuvent servir, mais c'est sûr qu'en étant dans un rôle au service conseil où on doit bien guider le client, l'écoute est très importante. Donc, comprendre les besoins et comprendre ce qui se passe autour pour bien accompagner le client. Puis, il faut aussi être organisé parce que c'est à nous que revient la tâche quand même de faire avancer les choses en temps et en argent. Et je dirais qu'il faut être curieux. Je voyais dans les questions, certaines fois, on se posait la question s'il fallait faire preuve de créativité. On n'est pas obligé d'être né avec ce savoir-là créatif. Ça se nourrit au fur et à mesure en étant curieux ou en posant des questions, en s'entourant aussi de gens créatifs. Donc,
pour moi, la créativité, ça se nourrit et c'est vraiment important de le faire quand on travaille en agence. Mais je dirais que vraiment l'organisation, la curiosité, c'est deux qualités importantes. Vincent, Valérie, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Vas-y, Valérie, tu veux y aller? Oui, oui, absolument. Je pense qu'il faut vraiment être quelqu'un d'assez flexible, capable de s'adapter rapidement aux changements parce que, comme disait Vincent, comme disait Gladys, on ne sait jamais ce qui nous attend. On peut avoir une demande urgente. Donc, il faut être quelqu'un qui n'a pas peur de justement s'adapter, qui n'aime pas nécessairement la routine parce que ça change constamment. Puis un autre aspect important, c'est qu'il faut faire preuve de rigueur et de minutie parce que, tu sais, on fait quand même des campagnes importantes pour nos clients, puis on doit être attentionné aux détails, là. Il faut vraiment qu'on montre aux clients des projets qui se tiennent, qu'il faut faire attention à la maîtrise de la langue française, par exemple, ou en anglais. C'est des détails, mais il faut vraiment être minutieux parce qu'on remet quand même un produit fini à un client, puis on représente un conseil stratégique. Donc, ça met de l'avant notre professionnalisme quand on fait ça. Pour ma part, je dirais qu'une des qualités principales, c'est la créativité. Évidemment, on peut pas en avoir tout le temps. Il faut la nourrir et il y a certains moments où on peut être moins créatif que d'autres. Mais je pense que ça reste une qualité indispensable en agence. Quand on travaille sur les réseaux sociaux, je ne vous l'apprends pas, il y a des milliers de contenus qui sont publiés chaque jour. Là, il est 17h20. Posez-vous vous-même la question, vous qui nous écoutez. Combien de contenus vous avez déjà vus? Est-ce que c'était des contenus que vous avez vus sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram? Est-ce que c'était des contenus humoristiques? Peu importe en fait le contenu que c'était. La question qui est importante, c'est de quoi vous vous souvenez. Qu'est-ce qui a marqué votre esprit depuis que vous êtes réveillé ce matin et que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux? Puis nous, c'est notre rôle en tant qu'agence, justement, d'avoir cette créativité, de trouver l'angle créatif qui va être intéressant pour faire une campagne. Et quand le contenu va être poussé sur les réseaux sociaux, il va sortir du lot, il va émerger, il va laisser une trace dans la mémoire des gens à qui il était destiné. Puis c'est pour ça que je pense que la créativité, c'est essentiel quand on travaille en agence. Puis, donc, si vous aimez la photographie, si vous aimez le pouvoir de l'image, le pouvoir des mots, écrire, la musique, peu importe, la créativité au sens large, vous pouvez apporter une valeur ajoutée en agence, ça, il n'y a aucun doute. Puis, c'est aussi vrai parce que on est dans une industrie où la créativité est beaucoup récompensée. Vous connaissez tous les festivals, les Oscars, le Festival de Cannes, le TIFF au Canada qui récompense le cinéma. C'est pareil dans la publicité, dans le monde des agences. Il y a des festivals, notamment à Cannes, les Lions, qui vont récompenser la créativité des agences. Donc, c'est vraiment important d'avoir cet aspect-là et de toujours trouver une manière originale d'aborder une problématique pour un client. Puis, quand vous avez débuté en agence, qu'est-ce que vous considéreriez comme le plus grand défi que vous avez rencontré? Si je peux me lancer, moi, ça a été le langage d'agence. Tu sais, je ne comprenais rien en fait entre les copy decks, les briefs et tout ça. Puis j'avais l'impression que ça allait parler c'était comme une nouvelle langue pour être compris. Pour moi, ça a été vraiment de m'asseoir, de prendre le temps en fait de comprendre l'univers dans lequel j'étais, puis de ne pas arriver en pensant que j'allais tout de suite tout avoir. C'était vraiment comme le début d'une carrière finalement. Donc, on ne peut pas tout avoir dans notre trousse à outils dès le jour 1. On a souvent des connaissances théoriques et pratiques si on suit certains programmes universitaires ou collégiales, mais il faut vraiment se donner le temps aussi d'acquérir de l'expérience terrain. C'est pour ça que je trouve que les stages sont super importants parce que ça te permet justement d'avoir un pied dans le monde professionnel avant d'avoir une carrière à temps plein. Puis voilà.
Je vais rebondir sur ce que tu disais, Gladys. Effectivement, en agence, un des défis, c'est le langage qui a appréhendé, mais aussi le monde et l'organisation est difficile à appréhender. Je le disais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours où je suis passé par l'agence média, puis le média, puis l'agence spécialisée. Effectivement, c'est l'industrie de la publicité. Il y a un acteur principal qui est l'annonceur, donc la marque, le client in fine, va travailler avec une agence de création qui va l'accompagner dans ses créations publicitaires. Il va travailler avec une agence média qui va l'accompagner dans les achats médias. Où est-ce qu'on place ces publicités? Une fois qu'on les a créées, comment on les diffuse? C'est ça la question. Puis après, vous avez toute une série d'agences autour spécialisées qui vont graviter. Les agences d'influence comme la mienne, des agences de relations publiques qui vont aider sur des questions bien spécifiques comme l'agence de Valérie. Donc, c'est tout un monde, toute une organisation. Au début, quand on y arrive, on a du mal à comprendre quel est notre rôle, comment on s'insère dans cette organisation. Et une fois qu'on passe par ces expertises, comme tu disais Gladys, quand on a la chance de faire des stages, on appréhende ce monde, on appréhende ce langage et après, on peut avoir une carrière qui évolue dans le bon sens. J'arbore dans le même sens, mais moi, c'est un peu parce qu'on a tellement de clients qui viennent de différentes industries qu'on ne connaît pas nécessairement les industries. Moi, les tracteurs en tant que tels, je ne connaissais pas ça. L'agroalimentaire, je ne connaissais pas autant que je pensais. Il y a plein d'industries qu'on découvre, puis c'est beaucoup de choses en même temps, mais je vous dirais que c'est un apprentissage de tous les jours, puis qu'il ne faut pas se laisser emporter par tout ce qu'il y a à apprendre, parce que justement, si on est curieux, on va l'apprendre. Puis, je vous dirais, n'hésitez pas à poser des questions aussi, c'est vraiment important. Puis souvent, on passe d'être à l'école à travailler en agence, puis on n'ose pas poser toutes les questions de peur de se faire juger, mais au contraire, vous gagnez à poser ces questions-là, puis vous démontrez que vous êtes intéressé à apprendre davantage, puis ça va vous amener plus loin aussi. Tout à fait. Gladys, le service conseil, c'est vraiment une fonction vitale qu'on retrouve pas mal dans toutes les agences. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est aussi important, ce département-là? Bien, je pense que c'est important parce que ça prend des gens, en fait, qui vont gérer le client et sa demande, puis ça prend des gens qui vont avoir uniquement la fonction de penser à comment est-ce qu'on réalise le tout physiquement, mais aussi quel message créatif est-ce qu'on attache à tout ça, tu sais. Puis si on prend des gens qui font tout, bien forcément, il y a un côté où le balancier n'est pas équilibré. Le service conseil est important pour justement avoir cette tour de contrôle qui permet de bien organiser le tout dès le départ et de suivre en fait l'avancement du projet. Notre rôle est aussi important dans la gestion de problématiques parce qu'un projet, c'est jamais linéaire. Tu sais, il peut y avoir des rebondissements, il peut y avoir des coupures de budget, il peut, où le client, il a souvent aussi une idée en tête. Il connaît très bien sa marque, hein, souvent, c'est parce que lui, il le travaille au quotidien. Nous, on a un portefeuille de clients, puis il va arriver avec une demande de mandat, mais souvent, il sait ce qu'il aimerait voir. Mais alors, notre rôle aussi, c'est de l'accompagner dans, oui, tu le sais, mais tu veux t'adresser à une autre personne, puis cette personne-là, peut-être que ce n'est pas sa façon de voir les choses. Fait que notre rôle est vraiment comme vraiment un rôle d'accompagnateur, d'un allié où lui qui travaille dans son industrie, moi, je lui essaye de lui faire comprendre ce que moi, je sais du marketing. Donc, on est vraiment très, très, très proches. Puis les clients, c'est les personnes avec mes collègues avec qui je parle le plus. On se parle tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Fait que cette relation de proximité est super importante aussi parce qu'on apprend à dealer avec différentes personnalités. Puis on le sait, là, dans les clients, puis même auprès de n'importe qui dans la vie, il y a des personnalités différentes. Fait il y a aussi ce rôle-là de subtilité au niveau de notre approche là, qui est vraiment importante. Merci. Vincent, de ton côté, toi qui es un expert en marketing d'influence, c'est sûr que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques tendances qui sont à surveiller pour les gens qui sont intéressés justement par ce volet-là de la communication créative? Bien sûr.
C'est sûr que l'une des grandes tendances de l'année 2020 et qui va se poursuivre dans les prochaines années, c'est une direction vers une influence plus engagée, plus authentique. On l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter, on l'a vu avec la crise sanitaire où le Premier ministre du Québec a demandé lui-même aux influenceurs de l'aider à faire respecter les gestes barrières parce que pour parler à certaines populations, les influenceurs ont un vrai rôle à jouer. Donc, on voit ce changement un petit peu de manière de travailler l'influence et des sujets sur lesquels on peut travailler avec des influenceurs. Avant, on avait une vision un petit peu caricaturale des influenceurs qui partageaient juste des codes promotion pour vraiment faire juste inciter à la consommation et des actes de vente. C'est souvent le cas des influenceurs de la télé-réalité. On a parlé d'OD, mais même dans OD, il y a plein d'influenceurs qui ont quand même des valeurs et c'est plutôt ces valeurs-là qu'on va chercher en tant que marque parce que le principe même de l'influence, c'est d'associer une personnalité publique avec sa marque. Donc, on veut qu'il y ait un transfert de valeurs. Et aujourd'hui, les influenceurs, ils sont plus game de parler de tout et n'importe quoi. Ils vont privilégier des partenariats plus long terme avec des marques dans lesquelles ils croient. Par exemple, vous-même, si demain, on vous donne la possibilité de recevoir $100 d'habits, mais cette marque-là d'habits confectionne ses vêtements en Chine, fait travailler des esclaves. Est-ce que ça vous tente de vous associer à cette marque-là pour gagner $100 de vêtements gratuits? C'est plus vraiment dans les tendances actuelles. Puis ça, il y a vraiment un changement qui a été fait dans le paradigme de l'influence. Donc ça, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça a commencé en 2020 de manière très, très forte, puis ça va se structurer dans les prochaines années. Puis il y a plein d'autres tendances, on les surveille, notamment l'émergence du format vidéo. Vous le voyez, TikTok a fait un bond exponentiel dans les dernières semaines et mois avec le confinement, le format vidéo. Instagram qui copie toujours un petit peu d'autres joueurs, ils sont toujours les meilleurs à le faire. Au final, on adopte les comportements d'Instagram, mais quand ils créent le réel, ça vient de TikTok, ça vient de Vine, ça vient d'autres inspirations. Ce format-là est vraiment essentiel. Puis, il y a d'autres tendances aussi dans la nano-influence. C'est intéressant, c'est que tout le monde, vous-même, vous êtes dans une université, vous avez peut-être 500 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, mais vous devenez un ambassadeur de votre école, vous devenez un ambassadeur des habits que vous portez. Donc, tout le monde peut être un influenceur et cette nano-influence, c'est quelque chose qui est aussi amené à évoluer dans les prochaines années. Très intéressant. Merci beaucoup, Vincent. Puis Valérie, pour finir le panel, une des questions qu'on avait pour toi, c'était en fait en quoi l'évolution des salles de presse impacte ton travail avec les journalistes. Tu en as parlé un peu, c'est quand même des gens à qui tu as parlé très, très souvent. Donc, parle-nous-en un petit peu. Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sûrement, là, en fait, au Québec et un peu partout au Canada, je pense ailleurs dans le monde, il y a de moins en moins de journalistes dans les salles de presse. Il y a beaucoup d'influenceurs, donc ça peut être aussi des porte-paroles de notre marque, des ambassadeurs de notre marque. Mais comme il y a moins de journalistes dans les salles de presse, c'est vraiment important pour des personnes comme moi d'établir des relations solides avec ces journalistes-là. Puis la façon qu'on fait ça, c'est de vraiment identifier quel sujet intéresse quel journaliste. Donc, on va vraiment essayer d'avoir une approche plus personnalisée. Quand je vais faire un pitch, par exemple, à faire, je vais peut-être avoir une approche un peu plus consommation avec certains journalistes, alors que d'autres vont être vraiment vont vouloir une approche beaucoup plus économique. Donc, c'est important parce qu'il y a moins de journalistes, de les connaître mieux, de les traiter de façon beaucoup plus personnalisée. On n'envoie pas une accroche média avec tout le monde en copie. Il faut être beaucoup plus stratégique dans nos approches parce que il y a moins d'articles de rédiger, il y a moins de journalistes, donc ils ont moins d'espace. Quand on veut faire parler de nos clients, de nous, bien, il faut être beaucoup plus stratégique. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Très éclairant. Donc, on a déjà quelques petites questions des gens qui nous écoutent. Donc, je m'y plonge. Tout d'abord, il y a Sacha qui se demande comment savoir
où aller. Donc, j'imagine que c'est savoir quelle tangente on veut faire prendre à sa carrière. Donc, je ne sais pas si vous auriez des petits conseils pour valider en fait ce choix-là. Ben, j'aurais peut-être suggéré de ne pas avoir peur de contacter des gens qui sont dans le milieu. Tu sais, on oublie, mais LinkedIn, c'est quand même une source inépuisable de professionnels. Donc, s'il y a un métier qui nous intéresse ou un secteur qui nous intéresse, il ne faut pas hésiter à communiquer avec des gens qui sont dans ce secteur-là parce que la plupart du temps, ils vont vous répondre. Ça va leur faire plaisir même de prendre le téléphone, c'est pour vous expliquer un peu plus ça. Donc, au-delà des recherches qu'on peut faire sur Google, de parler à des gens qui sont dans le milieu et qui font le métier qui nous intéresse ou du moins qui touchent au secteur qui nous intéresse, ça peut être vraiment pertinent. Puis je le redis encore, mais parce que pour moi, ça a vraiment été formateur, mais les stages, c'est super important. Des fois, des stages, c'est pas 6 mois, ça peut être même des fois 1 semaine ou 2 semaines. Il ne faut pas hésiter à aller vers les entreprises, à leur écrire. Puis des fois, ça peut être aussi, je sais que chez Bob, on fait de temps en temps, mais des journées d'intégration. Des journées, pas d'intégration, mais de visite où des jeunes peuvent venir nous poser des questions, voir un peu comment ça fonctionne. Puis souvent, ça confirme ou infirme des envies, mais oui, d'aller vers les gens, c'est vraiment important. J'en profite pour dire qu'on organise justement une journée porte ouverte en agence au sein de nos agences membres. Donc, ça va être le 4 février. Donc, suivez ça. Ça va être une belle opportunité, comme dit Gladys, d'avoir le pouls pour certains secteurs de la communication créative. Ariane vous demande aussi, puis je pense que ça fait un bon tremplin vers cette thématique-là, mais est-ce que vous auriez des conseils pour se démarquer auprès d'une agence? Donc, Gladys t'a parlé un peu des stages qui peuvent, c'est sûr, être très aidants, mais Vincent, Valérie, je ne sais pas si vous avez d'autres pistes qui pourraient être considérées pour les participants. Oui, je peux répondre à cette question-là. Alors, tout dépend de ton expérience, mais si c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience en agence et qui veut postuler chez nous, on reçoit énormément de candidatures très peu personnalisées. C'est des candidatures assez génériques. Je pense que un des conseils pour se démarquer, c'est de vraiment regarder la culture de l'agence, les projets de l'agence, s'y intéresser. Même y apporter une vision critique. Vous pouvez candidater dans une agence en disant « j'ai apprécié tel et tel type de projet pour tel et tel type de raison et d'ailleurs, moi, j'aurais eu telle et telle idée également » pour montrer directement que vous êtes dans une réflexion par rapport au projet même. Donc, je pense que c'est essentiel d'éviter des candidatures impersonnelles et que c'est essentiel de regarder le site de l'agence dans laquelle vous voulez travailler, étudier ses projets et montrer directement comment vous pourriez les aider dans leur mission. Un très, très bon point. Si je peux juste ajouter là-dessus, je trouve que c'est vraiment un bon point ce que Vincent vient de dire, mais peut-être que ça ne vient pas exactement en réponse à la question, mais l'importance d'établir un réseau de contacts. Parce que oui, un stage, c'est génial pour voir si on aime quelque chose. On est capable de bâtir des liens en faisant du bénévolat. Par exemple, je fais d'autres liens en participant à des événements dans une industrie, en allant à des salons, des symposiums. Peu importe, on est capable de faire des relations. Puis ces relations-là, souvent, vont nous amener. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir écouté la conférence, vous allez décider de nous écrire un petit mot, puis dans 2-3 ans, vous allez être ailleurs, puis on va se revoir, puis on va rediscuter. Juste d'établir un lien un peu plus personnalisé avec les gens, ça va loin, puis ça peut être, on peut se recroiser dans 10 ans, on peut se recroiser dans 2 semaines, mais c'est vraiment là, je pense que ça fait la différence dans la vie des gens, justement, d'établir cette connexion-là, justement. Très, très vrai. Puis Vincent, t'en parlais tantôt vraiment de l'importance de la créativité et Daniel nous demandait comment ça se nourrit tout au long de son parcours, cette créativité-là. Est-ce que tu aurais des petits conseils en ce sens-là? Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est essentiel d'avoir une veille concurrentielle active à tout moment de sa carrière. Donc, vraiment essayer de regarder ce que les marques font, comment les marques communiquent,
comment elles utilisent les nouvelles plateformes, comment elles font des activations événementielles, s'inscrire. Au Québec, on a des médias comme Infopresse, comme Le Grenier. Vous pouvez vous inscrire à des newsletters pour vraiment voir l'actualité dans le monde du marketing. Vous pouvez aussi ouvrir vos horizons, sortir du Québec, regarder ce qui se fait sur le marché français qui est également francophone et qu'on pourrait aussi avoir des similitudes entre les deux marchés. Regardez ce qui se fait aux États-Unis parce qu'on est vraiment au Québec, on a cette proximité entre plusieurs marchés. Donc, ouvrir vos horizons parce que ça va nourrir votre curiosité. Nous, par exemple, quand on fait certaines réunions en interne sur TikTok, on va regarder qu'est-ce qui s'est fait aux États-Unis avant parce que parfois, ils peuvent être précurseurs de tendance. Donc, ça va permettre d'alimenter cette créativité, d'être au courant des actualités de manière générale. Puis, pour rebondir avec ce que Gladys disait aussi, évidemment, parfois, il y a des moments où on n'est pas au top de notre créativité. On ne peut pas tout le temps être surcréatif. Parfois, on a des périodes où on est un petit peu plus fatigué, les idées ne viennent pas directement. Et là, c'est ce qui est intéressant dans les agences, c'est que vous travaillez dans des équipes, donc vous collaborez. Vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez vous reposer, vous organisez des brainstorming en équipe. Donc, vous allez vous nourrir en fait des personnes qui vous entourent et vous n'allez jamais être seul derrière votre écran à devoir avoir 10 idées à la minute. Moi, j'adore ton point pour le travail d'équipe. C'est vrai qu'on se nourrit aussi du contact de ses collègues qui ne font pas exactement nécessairement la même chose que nous. Donc, ça aussi, j'aime beaucoup ce point. La fameuse question de la charge de travail. Donc, quelqu'un nous demande comment vous gérez ces périodes-là que c'est très intense. Ça peut arriver à certains moments dans vos semaines. Donc, qu'est-ce que vous faites précisément pour vous aider à traverser tout ça? Je vais prendre la parole, je vais y aller. C'est sûr qu'il y a des périodes qui sont plus demandantes que d'autres. Je pense que moi, quand j'ai commencé ma carrière, l'énergie était très vibrante. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, on apprend aussi mieux à se poser, à savoir gérer ses impératifs. Donc, il y a toujours ce début de carrière, je pense, qui est plus stressant parce qu'on a tout ce monde à appréhender, etc., tout ce langage. Mais après, on va installer des bases. Là, encore une fois, le point de Valérie entre en compte. On a déjà établi son réseau de contacts. Donc, il y a des clients qui nous font confiance. On travaille avec eux à l'année. Donc sur des bases un petit peu plus stables. Donc, il y a cette phase par laquelle on passe qui, pour moi, était très stimulante parce qu'on passe d'une industrie à une autre. Il y a un stress qui existe, on ne va pas le nier, mais c'est quelque chose qui s'amoindrit avec le temps et l'expérience et on trouve généralement sa balance. Moi, je trouve personnellement qu'avec le télétravail aussi, c'est plus facile de concilier sa vie travail-famille. Puis, un élément important qu'en début de carrière, justement, comme dit Vincent, on est là, puis on veut tout faire, on veut tout apprendre, on veut répondre aux courriels à l'instant. Je vous dirais que c'est important de se donner un point de recul, puis de se dire, est-ce que ce courriel-là que mon client m'a envoyé, par exemple, à 7 heures le soir, j'ai besoin d'y répondre maintenant. Est-ce que c'est une priorité? Ça peut arriver qu'il y a des gestions de crise, je ne vous mentirai pas, mais il y a des moments, puis des fois, c'est même bon de prendre un petit pas de recul puis de dire, je vais répondre demain matin, peut-être que je vais y réfléchir. Donc, c'est aussi de prioriser les choses, de voir que pas tout est urgent, puis on est en mesure de voir, bon, ça, je dois l'adresser immédiatement. Oui, ça, c'est une urgence. Oui, ça va peut-être déborder sur ma journée. Mais je vous dirais que quand on fait ça, quand on est capable de bien prioriser et de prendre un pas de recul, on a vraiment un meilleur équilibre. Puis, ça fait en sorte qu'on ne sent pas tant cette surcharge de travail. Puis, je vous dirais, moi, là, j'ai une satisfaction folle à faire des listes et à cocher à rayer les choses que j'ai faites. Puis je me sens comme si j'accomplissais dans ma journée. Puis il y a des journées que vous ne serez pas en mesure de rayer tout ce que vous avez sur votre liste parce qu'il y a juste plein de nouvelles choses qui arrivent. Mais en autant que vous êtes capable de prioriser ce qui est plus important, ce qui doit être adressé aujourd'hui, puis vous voyez qu'est-ce que vous pouvez reporter à demain ou à après-demain. En autant que vous soyez structuré, je pense que travailler en agence, ce n'est pas nécessairement plus demandant que travailler à l'interne, là. Ça dépend.
c'est sûr, là, mais je parle pour moi, là, mais je trouve que si on est structuré puis on est capable de prioriser, comme je vous dis, on a vraiment un bel équilibre de vie là, en agence. Ouais, puis C'est des je très, pense, très bons Et surtout, conseils. pardon, Mireille, j'allais juste rajouter, ça vaut aussi la peine peut-être quand on est en entrevue, ça se pose les questions, quelle est c'est quoi la vision de l'entreprise par rapport au travail, par rapport aux heures de travail. On est aussi dans un temps actuellement où il y a de plus en plus de sensibilisation à l'équilibre de vie personnelle et vie professionnelle. Puis je le rencontre beaucoup dans le milieu dans lequel je travaille parce qu'on a beaucoup de jeunes gradués qui arrivent sur le marché du travail qui ont envie d'en donner plus puis qui se perdent un peu dans le tourbillon. Mais n'hésitez pas aussi à lever la main puis à échanger avec vos collègues et avec les gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience parce que ces gens-là sont souvent aussi passés par le même chemin. Puis de lever la main, ça veut aussi dire des fois de dire ben là, peut-être que j'en ai trop cette semaine. C'est normal aussi de poser ses limites et ça se fait de façon très naturelle dans le sens où quand c'est une conversation, il n'y a personne qui va vous en tenir rigueur, là, à mon avis. Pas dans le temps actuel qu'on est, en tout cas. Ça a beaucoup évolué. Absolument. Je retourne vers toi, Gladys, parce qu'il y a une question par rapport, quoi que Valérie, tu peux répondre aussi, par rapport au rôle de conseiller. Est-ce que vous auriez des conseils par rapport à des cours additionnels pour justement aiguiser vos réflexes dans le cadre de ce type de fonction-là? Peux-tu y aller, Valérie? Je n'ai pas de cours en particulier. Je dirais que vraiment, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est d'être mis dans le bain et de le faire. Puis je vous dirais que quand vous êtes chargé de projet, que vous démontrez justement que vous levez la main puis vous dites « oui, moi, je suis prête à le faire », c'est juste un cheminement naturel qui se fait. Parce que être conseiller, c'est un peu plus vers une position de gestionnaire, donc c'est plus de la gestion de projet. Il y a les chargés de projet qui sont plus dans le quotidien, mais là, c'est vraiment plus de chapeauter. Je pense que tu avais un bon terme, la tour de contrôle, je pense que tu disais, Gladys, c'est juste une évolution naturel, je dirais, de passer de chargé de projet à conseiller. Puis, c'est sûr que tout ce qui est des cours de gestion, ça peut être bénéfique, mais je ne pense pas qu'on a besoin d'aller chercher nécessairement une accréditation parce que on évolue vers ça tranquillement, on apprend. Puis souvent, moi, en fait, avant d'être conseillère, j'étais chargée de projet et je regardais la conseillère et je regardais la directrice, puis je voyais comment ils échangeaient avec le client. Puis c'est comme ça. Tu trouves des fois des mentors au sein d'une organisation. Il y a même plusieurs organismes de mentorat, des coachs. Puis, c'est vraiment de regarder les gens, leur approche, puis de voir, ah, OK, c'est comme ça qu'elle a répondu à une question du client. OK, moi, je suis intéressant. Sans avoir exactement la même façon de faire que la conseillère qui était là avant moi ou le conseiller avant moi. J'ai fait des mimiques de certaines choses que j'ai appris. Puis c'était vraiment en étant avec mon équipe que j'ai pu apprendre plus que d'avoir fait un cours, par exemple, parce que je fais mon MBA qui est aussi de la gestion, mais c'est complètement différent de ce que je fais en agence. Donc, je pense que c'est vraiment important de regarder son équipe. Comme disait Gladys, de poser les questions parce que ces gens-là, ils ont déjà été dans notre position, ils ont déjà été coordos, ils ont déjà été chargés de projet, déjà été conseillers. Donc, ils vont être, si tu cherches à obtenir de la rétroaction dans la vie, tu vas aller en chercher. Puis c'est comme ça, je pense que tu avances aussi. Gladys, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis. Puis Valérie, il y a une question plus en lien avec les relations publiques. Serais-tu capable de dire c'est quoi les points forts versus les points faibles à travailler en agence de relations publiques versus en entreprise? J'aimerais ça, mais je travaille en agence de relations publiques. Moi, je pense que pour moi, le gros plus d'être en agence, c'est que j'adore apprendre, puis j'aime ça toucher à plein d'industries différentes. Donc, je vais peut-être parler de papier de toilette réutilisable le matin, puis l'après-midi, je vais parler de fourniture ou je vais parler d'une, je sais pas, d'une annonce gouvernementale. Donc, pour moi, ce que j'aime vraiment de travailler en agence, c'est que, puis je trouve que c'est une bonne façon de commencer aussi parce que c'est là que tu vas voir, est-ce que moi j'ai un intérêt, par exemple, pour l'industrie agroalimentaire ou pour l'industrie technologique. Puis à ce moment-là, après ça, peut-être de faire
le penchant. Si, par exemple, tu as déjà un intérêt pour l'agroalimentaire, ça vaut la peine peut-être d'aller travailler directement dans une entreprise de ce secteur-là. Mais si tu n'as pas encore la connaissance de ce que tu aimes, je trouve que l'agence, ça te permet vraiment de voir une panoplie de différentes industries, entreprises, puis tout opère selon des guides professionnels, des services complètement... on s'entend, là, un institut gouvernemental n'opère pas comme une compagnie privée ou un start-up. Donc, tu sais, ça te fait voir aussi qu'est-ce que tu aimes, ce que tu préfères. Puis, c'est sûr qu'en compagnie, quand tu as trouvé ton X, tu as trouvé ton secteur, puis que tu aimes vraiment ça, mais là, tu fais ça tous les jours, tu en manges. Je pense que c'est ce que je peux dire, mais malheureusement, je n'ai jamais travaillé à l'interne. Non, mais c'est un très bon point. C'est sûr que la diversité des clients pour lesquels vous travaillez, ça amène quand même une vision assez différente versus travailler toujours pour le même produit, finalement. Donc, c'est une excellente façon d'amener la réflexion par rapport à tout ça. Vincent, je ne sais pas si, mettons que tu te remettrais dans la peau du jeune Vincent là, qui était adolescent. T'aurais-tu un conseil à donner justement pour faciliter le choix d'aller dans notre industrie? Qu'est-ce que tu dirais à Vincent? Je dirais à Vincent, vas-y, va essayer. On revient au point initial de l'importance des stages. En fait, il n'y a rien de plus concret que d'aller en agence, de participer à des réunions comme vous êtes en train de participer actuellement, de commencer à créer le réseau, de faire des journées d'initiation dans des agences. Je l'aurais encore fait plus que je l'ai fait à l'époque. J'aurais voulu qu'on me donne les pistes. Qui est-ce que je peux contacter et où est-ce que je peux aller avoir des apprentissages. Je pense qu'on a beau parler de manière théorique, il n'y a rien de plus concret que d'être sur le terrain, de voir comment ça se passe concrètement. Puis il y a plein de personnes dans l'industrie qui ont envie d'être mentors, qui aiment la transmission, l'enseignement. Donc, vous allez trouver des personnes. Puis d'ailleurs, dans la salle, il y a des personnes qui veulent des conseils plus spécifiques qui n'ont pas pu les poser là, moi, je vous invite à me contacter. J'aurais aimé aussi avoir des personnes qui le font pour moi. Mais une fois de plus, après, il y a des conseils théoriques, mais il y a vraiment la pratique qui, pour moi, est essentielle. Allez avoir de l'expérience, peu importe où vous pouvez l'acquérir. Puis là, la question se pose à vous trois, mais lorsqu'on commence un nouvel emploi en agence, ce serait quoi votre conseil numéro 1? Moi, je dirais d'être une éponge, de ne pas avoir peur de prendre tout ce qu'on nous donne, de se placer au cœur des discussions puis d'écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de poser des questions, pas avoir peur de poser des questions non plus. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions et les gens adorent nous parler de leur expérience la plupart du temps. D'être une éponge, d'être à l'écoute et de ne pas avoir peur de poser des questions. Moi, je suis en complète... je n'ai rien d'autre à ajouter, en fait. C'est vraiment de poser les questions parce que quand on commence, on a peur de se faire juger parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est mieux de poser les questions puis de prévenir de faire une erreur que de faire des erreurs parce qu'on veut se prouver trop rapidement. Donc, allez-y, rentrez tranquillement dans l'eau. Tu sais, quand on met le petit orteil dans l'eau, on pose nos questions, on y va tranquillement. Puis après ça, vous allez voir, vous allez prendre de l'expérience, puis ça va venir facilement. Vincent, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je pense qu'elles ont donné des bonnes réponses. Écoutez, on a le temps pour une dernière question. Puis je trouve ça intéressant parce que je suis certaine que votre réponse aurait été quand même différente il y a 1 an. Mais comment les agences se sont adaptées au télétravail? Donc, comment ça se passe? Là, j'imagine que vous êtes tous un peu en mode hybride. Donc, en quoi ça impacte votre quotidien de part et d'autre? Moi, je trouve ça génial. En plus,
transparence, je trouve ça génial d'avoir l'opportunité de travailler à la maison parce que, en partie, ça fait que j'ai du temps, je perds moins de temps pour me rendre au travail, revenir. Je poursuis mes études aussi, donc tout le déplacement, tout le temps qui était perdu. Sauf que ce qui est bien d'être en mode hybride et de pouvoir aller au bureau, c'est quand même de voir les gens. On recommence tranquillement à faire des rencontres clients, à aller luncher avec des clients. Je pense que l'aspect humain m'avait manqué là, au moment où on était complètement en télétravail, parce qu'on reste des gens de connexion, là, comme la conférence. Oui. Mais je pense qu'au départ, on était tous un peu incertains, mais finalement, la productivité est là. Puis je pense que pour la plupart, en tout cas pour ma part, je trouve que ça fonctionne très bien. Puis je suis vraiment contente qu'on ait l'opportunité du présentiel, mais aussi d'être en télétravail, par exemple, un vendredi, être à la maison plutôt qu'être au bureau et tout ça, et commencer la fin de semaine tout de suite à la maison. Donc, voilà. Oui, pour ma part, moi j'aime aller au bureau. Je trouve qu'il y a une productivité indéniable en télétravail, mais moi personnellement, ça me convient plus un espace dans lequel je me concentre et duquel je sors à un moment et je vais ailleurs. Donc j'aime bien cette séparation. Je pense que pour faire beaucoup de recrutement, c'est très difficile aujourd'hui d'intégrer des personnes. En fait, on s'adapte facilement au télétravail quand on est déjà intégré dans l'équipe, quand on connaît l'organisation. Nous, on a recruté une quinzaine de personnes dans l'agence depuis le début de l'année. Puis c'est vraiment une problématique qu'on a. Les personnes nous demandent comment est-ce que je vais être intégré. Et elles ont peur de l'intégration en télétravail. Donc, le modèle hybride, pour moi, est assez essentiel. Au début, il faut que la personne puisse être à l'agence, rencontrer les personnes. Quand on parle d'être une éponge, en fait, quand on est en télétravail, c'est difficile d'être autant une éponge parce qu'on n'entend pas les conversations dans le bureau de l'équipe de création, de l'équipe de stratégie, de l'équipe de production, les différentes problématiques à résoudre. Donc, pour moi, je pense qu'en début de carrière, c'est vraiment très formateur d'être dans les agences parce qu'on va se nourrir beaucoup des conversations qui nous entourent. Et après, effectivement, il y a une qualité, un équilibre qui se trouve quand on a la possibilité d'être 1 ou 2 jours par semaine en télétravail. Oui, on le voit de toute façon, la plupart des agences optent pour ce mode hybride-là. Nous, juste pour vous partager un exemple, ce mois-ci, Bob a loué un chalet en fait en pleine nature pour un grand chalet où tous les employés peuvent aller quand ils veulent. Pendant le mois, on s'inscrit sur une liste et on peut aller travailler à distance. Donc, c'est le fun parce que nos réunions qu'on faisait au bureau, on a l'opportunité de les faire ailleurs. C'est des initiatives comme ça qui ont été mises différentes. Je sais qu'il y a des employeurs qui ont des compensations financières pour pouvoir s'équiper au bureau à la maison. Je pense que c'est bien qu'il y ait un respect, en tout cas, de ce que chaque individu souhaite faire. Nous, chez Bob, je sais qu'il y a certaines personnes viennent, d'autres pas. Mais on a des journées où, par exemple, le mercredi, on aime bien tous être là pour se voir, pour échanger et tout ça. Je pense que c'est quand même assez répandu, le mode hybride, de laisser un peu à chacun le choix de venir ou pas et quand il le souhaite. Écoutez, on est déjà à la fin. Je ne sais pas si vous auriez un petit mot final, peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu la chance de partager au cours de la conférence. Ce serait le moment avant que je clôt le tout. Écoutez, moi, je veux juste vous dire, n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez d'autres questions, à me trouver sur LinkedIn. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger plus longuement avec vous. Donc, voilà. Puis merci beaucoup à Mireille et à toute l'équipe de la 2C pour ce moment-là, puis à Vincent et Valérie aussi. C'est nous qui vous remercions. Je m'excuse, vas-y Valérie. Non, j'allais dire, moi aussi, si jamais il y en a qui ont un intérêt marqué pour les relations publiques, n'hésitez pas à m'écrire à moi aussi, ça va me faire plaisir. Puis, j'espère qu'on vous aura donné envie d'en découvrir plus sur les belles professions dans le milieu des coms et de la connexion. Donc, c'est vraiment un monde merveilleux. Puis, je pense qu'il y en a pour tous les goûts aussi. Merci à vous. Merci à la 2C. Et effectivement,
en agence, il y a tellement de diversité, je suis sûr qu'il y a des possibilités, des opportunités pour tout le monde. Je voyais une des questions aussi sur les plans de carrière. Il y en a des dizaines et des dizaines de chemins possibles parce que les possibilités sont assez infinies. Non, c'est ça. C'est pas un chemin linéaire. Souvent, on n'a pas tracé ce chemin-là. On ne savait pas nécessairement qu'on allait atterrir ou aboutir dans le poste qu'on a, mais c'est d'expérience et de connexion et de relation qu'on voit qu'est-ce qu'on aime. Puis c'est cette façon-là qu'on finit dans un poste dans lequel on est passionné, puis on est content de travailler tous les jours. Bien, je vous dis un gros merci pour votre générosité, vraiment un super moment avec vous. Je suis certaine aussi que les participants ont grandement apprécié. Puis je remercie encore à nos partenaires, en fait, la CRPQ, Grenier aux emplois, Orchestra. Puis en fait, je vous donne rendez-vous mardi prochain. On a une autre conférence du monde de la com, cette fois-ci sur la stratégie et le média, donc à pareille heure. Donc, on espère vous y retrouver. Puis là-dessus, on vous dit bonne soirée. Bonne soirée. Merci.